Oui, madame. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez, avant qu'on commence, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez, vous savez, je pense maintenant vous avez l'habitude, donc vous pouvez mettre les questions sur la conversation. Je vais garder un œil pour répondre aux questions que vous allez poser. Et si vous voulez, on peut enchaîner sur le contenu de la séance que j'ai préparé pour qu'on puisse avoir des éléments de discussion. Et ces éléments que nous n'avons pas pu faire cette année en présentiel, donc on va les faire en séance interactive. Donc, si on commence par ce premier exercice, où je vais vous montrer des messages en rapport avec la science, en rapport avec notre domaine médical, le domaine de la santé. Et je vais vous demander de dire est-ce qu'il s'agit d'une communication scientifique, comme nous l'avons présenté dans le cours. Est-ce que vous pouvez, à travers ce message, déceler qui est le public cible, le message clé qui a été, qu'on cherche à véhiculer, le moyen de communication utilisé, et surtout réfléchir, est-ce que les objectifs de la communication, si vous vous souvenez à partir du cours, les objectifs de la communication sont au nombre de 3, est-ce que ces objectifs de communication ont été atteints? Donc ça, c'est les principales questions. Si vous êtes prêts, je passe directement au premier message. Est-ce que vous arrivez à voir? Je vais peut-être faire comme ça. Oui. Alors, vous voyez ce message-là, vous trouvez ça sur Internet. À votre avis, quelles sont les caractéristiques de ce message? Est-ce qu'on peut parler de communication scientifique et pourquoi on peut dire ça? Alors, je vais aussi essayer de voir qui veut prendre la parole. Alors, comme d'habitude, vous pouvez lever la main pour prendre la parole et vous essayez d'analyser ce message, d'accord? Vous voulez quelques secondes pour bien le message? Alors, j'ai une demande. Rihab, allez-y s'il vous plaît. Bonjour madame. Concernant ce message, il appartient à la section des résultats d'un rapport d'étude concernant la mortalité attribuable au tabagisme. Il se peut qu'il soit attribué à la section de résultats. C'est juste une partie d'un résultat. Oui. Donc, ça vous fait penser à la section résultats des articles ou des rapports d'études. Est-ce que, à votre avis, quel est le public cible par cette information ou ce message? Quel moyen, donc le moyen, vous avez, vous suspectez que c'est un article, donc c'est ou un rapport d'études. Et le public cible? Il se peut qu'il soit un article destiné aux professionnels ou aux étudiants. Oui, donc on peut dire qu'il s'agit d'un public de professionnels ou de scientifiques. Oui, madame. Oui. Est-ce que vous trouvez, bien sûr cette question pas uniquement pour Rihab, pour tout le monde, est-ce que vous trouvez que les objectifs de la communication sont atteints ici? Vous, en tant que récepteur, que lecteur, ou que vous voyez ce message, est-ce que vous trouvez que les objectifs de la communication, est-ce que vous vous souvenez des objectifs de la communication? Quels sont les objectifs que vous avez vus dans le support de cours? S'il vous plaît, les autres? Ne soyez pas timides, allez-y. On a l'habitude de travailler comme ça ensemble. Attends. Et bien vu, je cherche. Message. Peut-être ça le problème de micro. Oui, M. Daoudi.
Madame, les objectifs de la communication, l'accessibilité. Aux autres, tout le monde. Des activités, s'il vous plaît. Il y a donc tout le monde. J'invite tout le monde à désactiver les micros. Et seulement la personne qui va prendre la parole va activer son micro pour une meilleure qualité du son. Oui, allez-y, oui, M. Daoudi. Les objectifs de la communication sont l'accessibilité ainsi que la compréhensibilité et la crédibilité. Madame, je vois qu'il y avait un respect de ces objectifs, tels que madame, dans l'accessibilité, donc on a ciblé le public et bien sûr les scientifiques, les professionnels. Et concernant la compréhensibilité, donc je vois que le langage utilisé, c'est un langage qui est scientifique. Donc je vois qu'il y avait un respect aussi de cet objectif aussi. Et, concernant la crédibilité, je vois, madame, qu'il n'y avait pas une expression de l'opinion du chercheur. Et il existe une certaine rigueur scientifique, donc je vois qu'il y a un certain respect des différents objectifs comme au niveau de ce rapport scientifique. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des éléments à ajouter à ce que WM a déjà dit? Donc, effectivement, les trois objectifs, donc tout le monde les connaît maintenant. Je vous rappelle que ces objectifs, il faut bien les maîtriser, connaître la définition et essayer de les comprendre parce que c'est un élément très important de notre cours et pour essayer de les identifier à travers des exemples. Donc, effectivement, l'accessibilité, c'est par rapport à notre capacité à toucher le public qui va être intéressé par notre étude. Donc, effectivement, dans cet article, si on publie dans un journal médical ou scientifique, ben on sait que c'est des médecins et des scientifiques qui vont lire cette information et donc cette information qui est utile pour eux. En termes de crédibilité, donc vous dites que en tout cas, WM pense et il est convaincu de la rigueur scientifique parce que la façon avec laquelle c'est présenté, ces chiffres semblent précis, donc il y a une certaine rigueur. C'est vrai que ici, il faut noter que je présente uniquement une partie du message. Donc c'est effectivement en lisant tout le rapport ou tout l'article, vous avez des éléments en rapport avec la méthodologie et la rigueur scientifique. Et la compréhensibilité, par contre, je voudrais m'arrêter avec vous sur la compréhensibilité. Ça veut dire quoi, la compréhensibilité? Et comment, en tant que lecteur, je peux dire que telle ou telle ressource est compréhensible? Alors, allons voir qui a levé la main. Wissal, est-ce que maintenant vous pouvez intervenir? Wissal, intervenir. Oui, madame. La compréhensibilité, c'est l'utilisation d'un langage et structure adoptée au type de notre public cible. D'accord. Donc, effectivement, il y a une petite... Alors, par rapport à la compréhensibilité, effectivement, il faut s'assurer, c'est un objectif selon lequel il faut s'assurer que les qu'on a ciblés vont comprendre notre message. Donc, on va utiliser un langage qui est compris de manière uniforme par tout le monde. Donc, on va utiliser les termes scientifiques qui sont approuvés, qui sont reconnus pour exprimer nos idées. Et n'oubliez pas, donc il y a dans le cours un tableau qui est très intéressant, je vous invite aussi à bien donner du temps à ce tableau. Si vous vous souvenez, c'est le tableau où je parle des différents objectifs avec les implications, c'est-à-dire pour être compréhensible, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sois précis, il faut que je sois concis. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en considération. Donc, on passe au deuxième message. Voilà. Les mêmes éléments d'analyse, mais avec ce message. Madame, s'il vous plaît. Oui.
J'ai une question concernant le premier rapport d'étude, le premier tableau. Concernant le critère de crédibilité. Est-ce qu'on peut dire qu'il est totalement vérifié dans ce cas, car on n'a pas la partie d'interprétation des auteurs? Alors, pas seulement l'interprétation, mais aussi la méthodologie. C'est pour ça que je disais que ici, notre jugement, il est vraiment très superficiel. On ne peut pas dire qu'effectivement, on va juger la crédibilité sur ce tableau. Parce qu'il faut qu'on dise aussi comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ces résultats. Et on va juger est-ce que leur méthodologie, est-ce qu'on peut croire ces résultats en analysant la méthodologie, d'accord? Donc effectivement, c'est pas suffisant, mais c'est juste, bien sûr, pour les besoins de l'exercice, pour donner une idée et des éléments de discussion. Est-ce que ça répond? Oui, madame, merci. Parfait. Donc, effectivement, il faut voir l'ensemble du travail qui a été fait. Alors, on passe au message suivant. Allez-y, s'il vous plaît. Comme je ne vous connais pas tous, je ne vais pas commencer à vous donner la parole comme ça. Et allez-y et essayez de... Il y a plein de Aya dans le groupe, il y a Basma, il y a Ayman, Sheyma, bien sûr. Donc allez-y. Fatem Zahra, bien sûr, il y a des Fatem Zahra. Rita, Firdaus, Hajar. Allez-y. Oui, Amr, oui, ben. Oui, madame, je vois que ce message est destiné au grand public, c'est-à-dire tous les personnes qui peuvent comprendre le français. C'est pas nécessairement au public scientifique, car c'est un langage qui est simple et clair. Et cela est pour diffuser un message qui va cibler tout le monde. Effectivement, merci. C'est ce qu'on a appelé des messages de vulgarisation. Donc, même si c'est des informations qui sont scientifiques, qui sont en rapport avec la santé, qui sont médicales, mais ici, on a essayé de simplifier ce message, de vulgariser pour qu'on touche le grand public. Est-ce que les objectifs de communication ont été respectés ou atteints dans ce message? Tout d'abord, on doit savoir bien, on sait bien qu'il y a trois objectifs. Tout d'abord, l'accessibilité. Je vois que ce principe ou bien cet objectif est respecté, car de nos jours, tout le monde a un accès à Internet, les sites web aussi. On a des publicités dans la rue. Aussi, pour la compréhensibilité, il est déjà dit que c'est un langage qui est clair et simple, donc le respect de l'adaptation du langage avec la population ou bien le public cible, aussi la non-utilisation des termes qui sont trop techniques, du coup les gens vont comprendre. Pour la crédibilité, je vois que c'est un petit message qu'on peut pas interpréter de façon qui est très précise ou très précise. Donc, on peut dire que c'est respecté, car surtout si le message a été bien reçu par les gens. Donc, en fait, ce qui va nous donner plus d'informations, c'est pas par rapport à la réception du message par les gens, par rapport à la crédibilité, c'est beaucoup plus des détails dans l'article, parce que là, c'est juste le titre. Donc, effectivement, on voit... Alors, je vous donne des éléments. Par exemple, on voit la source. Où est-ce que j'ai trouvé cette information? Donc, si c'est un journal qui est sérieux,
de renommée, etc. Donc, des chances sont là, la probabilité qu'il y ait une évaluation, il y ait une rigueur lorsqu'on rédige, on publie des informations. Et puis, les références que la personne a utilisées pour dire ce qu'il est en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé comme référence pour avancer ces informations. Donc, s'il utilise des références qui sont valides, des références scientifiques, on peut dire que le message, on peut le croire. Donc, c'est ça, quelques éléments mais effectivement, à travers un titre, comme ça, on ne peut pas dire est-ce que le contenu est crédible à 100%. Pour nous, ce n'est pas facile de juger à cette étape-là. Alors, là, je vous invite à regarder ces titres et me dire à quoi vous vous attendez en lisant le titre. Quel type d'information va être contenu dans la ressource? Hind? Alors, bonjour madame, vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, pour le premier titre, le tabagisme et mortalité, aspect épidémiologique, on s'attend à parler à propos des répercussions ou bien les manifestations des conséquences du tabagisme. Pour le deuxième titre, on s'attend à des études, des effets du tabac, de l'alcool et en Lorraine, c'est une étude dans un espace bien connu, en précisant une population. Et le dernier, le tabac en quelques chiffres, on s'attend à avoir des pourcentages de tabagistes dans le monde, ainsi que les nombres de décès à cause de ce phénomène-là. Oui. Quels sont... si on veut identifier les différences, on veut parler des différences entre ces titres en termes de caractéristiques par rapport à comment est-ce qu'on les a rédigés, quel genre d'informations on voudrait véhiculer. Quelle est la différence entre les différents titres? Là où les différences? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, M. Madame, je vois qu'il y a eu des nuances et des différences entre les trois types. Tout d'abord, la longueur. On voit que chaque titre a une longueur précise à lui. C'est un élément très important. Effectivement, la longueur est différente. Et cette différence, comment est-ce qu'il va retentir? Oui. Aussi, les détails identifiés dans chaque titre. On voit que, par exemple, le troisième titre, il est très court, très bref, et on sait l'article de quoi il va parler. Oui. Par contre, par exemple, le deuxième, il est trop détaillé. On peut justement lire le titre et savoir tout. Donc, il nous laisse cette curiosité de lire l'article et de s'aventurer à analyser ces documents, ces chiffres et tout. Par contre, le premier, je vois qu'il est un titre qui est convenable parce que sa longueur elle est moyenne, donc il est court, et aussi il nous donne une idée sur quoi va porter l'article, et du coup, je pense que il respecte il respecte les critères d'un bon titre d'un article. Oui. Alors, effectivement, vous avez parlé d'un point qui est très important, c'est la longueur du titre et comment est-ce que cette longueur, il va jouer avec la précision. Donc, bien sûr, plus on va donner de détails, plus notre titre va être précis, donc on saura de quoi le sujet va parler parce qu'on a donné tellement de détails, mais bien sûr, dans ce cas-là, le titre va être long. Et si on veut un titre court, en général, c'est très difficile dans un titre court de mettre suffisamment de détails. Donc, c'est comment je vais dire, c'est un challenge, une balance qu'on doit atteindre entre la longueur de l'article
et la concision qu'on voudrait pas que ça soit trop long, mais en même temps, on voudrait donner suffisamment d'informations pour que les personnes puissent lire notre article. Donc voilà, gardez ça en tête. Donc bien sûr, c'est des éléments que vous allez rencontrer dans le futur. Alors, on continue sur les différentes sections de l'article. Donc, je ne vais pas vous rappeler ça. Je pense que vous avez vu les différentes sections de l'article qui ont même été répétées au niveau du résumé. Et donc là, je voudrais qu'on aille beaucoup plus dans la profondeur et on va s'intéresser aux différentes sections qu'on va analyser ensemble. Donc, bien sûr, ça, je vous avais montré dans le diaporama sonorisé. Mais voilà, on va essayer de le faire aujourd'hui ensemble. Donc, on va voir dans quelle mesure les sections de l'article que je vous ai présenté en exemple dans le support de cours respectent les recommandations. D'accord? Donc, on commence par le titre. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Est-ce qu'il respecte les recommandations? Comment est-ce que vous le trouvez, le titre? Reda ou Hashmi? Bonjour professeur, je pense que le titre est trop long, il donne trop d'informations pour un titre et ça peut empêcher de lire l'article. Donc vous n'aimez pas trop que ça soit long. Le problème, si on ne vous donne pas suffisamment de détails, vous risquez de ne pas savoir si cet article est intéressant pour vous ou pas. Je vais quand même prendre l'avis d'autres personnes. Oui, Hassan? Bonjour, professeur. D'après moi, le titre ne contient pas, n'est pas courte, mais il est très précis, n'est pas interrogatif et contient une idée qui est principale. Oui, c'est tout. Oui. Donc, vous avez essayé de regarder les différentes recommandations. Alors, c'est vrai que vous avez raison, Reda, il a raison que ce titre est trop long. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va, comme je disais dans la diapo qui a précédé, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre un titre qui ne soit pas trop long, mais aussi qui me donne suffisamment d'informations pour voir, parce que ici, à la limite, vous n'avez encore pas de résultat. C'est juste, le titre devrait vous dire, est-ce que vous devez lire cet article ou pas? Est-ce que cet article est intéressant pour vous ou pas? Reda, est-ce que vous auriez une proposition, vu que vous avez regardé un peu ne serait-ce que les extraits de l'article, vous avez compris c'est quoi le sujet, est-ce que vous auriez une proposition comment avoir un titre plus court pour cet article? Bien sûr, c'est une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez une proposition d'un titre plus court? Oui, Reda ou Hafsa ou d'autres personnes. Alors, je vais voir le volet conversation. Vous pouvez même écrire les propositions au niveau de la conversation. Allez-y. L'effet du petit déjeuner sur le poids. Les causes du surpoids chez les adolescents. On va prendre encore un ou deux exemples d'autres pour les discuter. Consommation du petit déjeuner chez les adolescents.
l'alimentation saine en quelques chiffres, et enfin, petit déjeuner, consommation de certains aliments et surpoids chez les adolescents. Alors, s'il vous plaît, maintenant, vous avez vu les propositions. Je pense qu'on va se contenter de ces exemples. Alors, la consommation du petit déjeuner et sa relation avec le surpoids chez les adolescents. Alors, c'est vrai que cet exemple, c'est un exemple d'un titre où on a vraiment du mal à le rendre plus court. Et si on rend plus court, au final, ce qui va se passer, on ne va pas donner assez d'informations. Donc, si on dit, je prends l'exemple de alimentation, je vais prendre un exemple. L'alimentation saine en quelques chiffres. Consommation du petit déjeuner chez les adolescents. En fait, est-ce que vous avez vu l'objectif de l'étude? Parce que l'objectif de l'étude, c'est de voir est-ce que, dans quelle mesure les adolescents consomment le petit déjeuner. Non seulement consomment le petit déjeuner, mais ils s'intéressent à la consommation régulière de petit déjeuner. Et puis, ils se sont intéressés à certains aliments, comme les boissons sucrées ou certains aliments qui jugent. En fait, ils se sont intéressés à différents aliments pour identifier la relation entre certains aliments et le surpoids. Et puis, ils se sont intéressés à la relation de cette prise habituelle de petit déjeuner de certains aliments avec le surpoids. Donc, le problème dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs et donc, du coup, c'est très difficile d'avoir un titre qui résume ces informations. C'est pour ça le titre est long. Et si on veut le raccourcir, on va perdre de l'information. Donc, quand on dit consommation du petit déjeuner chez l'adolescent, c'est pas suffisamment précis parce que l'étude ne s'intéresse pas à la consommation habituelle de petit déjeuner chez les adolescents uniquement. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants. Les causes du surpoids chez les adolescents, ça aussi c'est un exemple intéressant. Pourquoi? Parce que dans cet article, l'objectif, c'est pas d'énumérer ou d'écrire les différentes causes de surpoids. Non. En fait, dans cet article, l'objectif, c'est de voir la relation entre la consommation habituelle du petit déjeuner et le surpoids, mais pas avec les différentes causes de surpoids. Je pense, si on utilise les causes du surpoids, on va être dans un titre qui est trop général et qui ne véhicule pas l'idée précise de cet article. Donc, j'espère que vous avez touché un peu à la difficulté. Le plus important à savoir, c'est pas évident toujours d'avoir facilement des titres intéressants ou pertinents. Alors, en ce qui concerne l'introduction, est-ce que Madame, s'il vous plaît. Oui. Puisque c'est une question, puisque la longueur du titre est en faveur de sa compréhension, pourquoi alors on a mis on a dit qu'il doit être court, oui. Alors, l'idée, quand on dit que c'est court, ça ne veut pas dire. C'est pour ça que je me suis arrêtée sur le titre et je voulais quand même. On l'a vu on a donné pas mal de temps pour le discuter. Il ne faut pas que ce soit court, comme je vous ai dit. Ça ne veut pas dire que il faut pas que ce soit long. Ça ne veut pas dire que je vais mettre un titre court, trop court, et c'est tout. Non, il faut un titre qui véhicule l'information, même s'il est trop long. Mais mon objectif ou la valeur ajoutée, ce que je vais ajouter à ce titre, mon effort, je vais le faire pour réduire au maximum la longueur du titre. Même si je finis par garder un titre long, comme dans l'article qu'on a vu, c'est important parce que même si je veux le réduire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre de l'information. Donc, il ne faut pas que le titre soit court au dépens de l'information. Est-ce que c'est clair, cette idée? Oui, madame. Il faut qu'il soit aussi court que possible, tout en gardant une bonne quantité d'informations pour comprendre. Oui, Rihad.
Madame, s'il vous plaît, j'ai une question aussi concernant le titre. Par exemple, ici, dans notre cas, on a un article scientifique destiné principalement à des chercheurs ou bien à des vont aussi faire des articles ou étudier dans ce domaine. Mais peut-on dire que ce titre est non pas long, mais il y a plus d'informations par rapport à d'autres, par exemple, articles qui se trouvent destinés au public en général. On peut dire que c'est un titre qui a plus d'informations, mais en même temps, il est un petit peu court par rapport à ceux des articles des journaux, par exemple, ou bien des articles sur Internet. En fait, le titre, à mon sens, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le titre, il va différer du contenu, en fonction du contenu. On ne peut pas dire que... C'est pour ça qu'on n'a pas donné un nombre de mots, quoique des fois, dans certains journaux ou revues scientifiques, ils vont vous dire ne pas dépasser tant, ne pas dépasser. Mais l'idée, c'est que ça reste en fonction du contenu de votre article. Souvent, quand on dit, si vous vous souvenez du titre, le tabac en quelques chiffres. C'est vraiment très peu précis. On va parler de quel chiffre du tabac? Est-ce qu'on va parler de la prévalence, de la mortalité, des complications? Est-ce qu'on va parler des chiffres en rapport avec la consommation, des chiffres en rapport avec ce qui est financier, l'analyse financière En fait, ça concerne des chiffres, mais quels chiffres? C'est vraiment très peu précis. Alors que quand on a présenté, même lorsqu'on a dit aspect épidémiologique, c'est moins vague, c'est plus précis, mais ça reste quand même, ok, c'est quoi? Ces aspects épidémiologiques, c'est très général. Mais quand on parle d'aspects très spécifiques comme le titre au milieu, c'est beaucoup plus précis, donne beaucoup plus de précision. Donc, c'est-à-dire, on va parler du tabac, de l'alcool, des médicaments psychotropes, en utilisant une enquête épidémiologique. Et on a même donné l'information sur la population chez qui on a... ça, c'est vraiment l'apanage, le type d'article, le type de titre qu'on a pour des articles scientifiques comme ici. Donc, je vais parler de la consommation habituelle du petit déjeuner, de la fréquence de consommation de certains aliments et la prévalence du surpoids. Chez qui? Chez les adolescents. Et si, moi, à mon sens, si je voulais réduire, j'allais réduire peut-être divers groupes d'âge. Je vais éliminer cette partie-là. On peut s'en passer. Un autre problème dans ce titre, c'est cette partie-là. Fréquence de consommation de certains aliments. Donc, certains aliments, c'est un petit peu vague. Donc, on aurait aimé qu'ils aient changé un peu, donné un truc plus précis. Mais voilà, ce que je voulais vous dire... et pourquoi on a travaillé sur le titre comme ça? Justement parce que dans la recommandation, on a mis que le titre doit être court, mais s'il vous plaît, court, mais il faut qu'il comporte de l'information. Et donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver en train d'essayer de faire une balance entre la longueur et l'information. Donc, il faut mettre l'information nécessaire pour que les gens comprennent le contenu de l'article. Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. Merci. Très bien, très bien. Donc, bien sûr, c'est un exercice. Dans le temps, vous allez maîtriser la rédaction des titres et la rédaction de manière générale. Alors, par rapport à l'introduction, donc, s'il vous plaît, je vous invite à regarder l'introduction et à me dire quelles sont les différentes parties de l'introduction, quel est leur rôle, donc par rapport au premier paragraphe, deuxième paragraphe, etc. Donc, je suis à l'écoute. Oui, Wissam? Madame, je vois bien que cette introduction a respecté les trois parties qu'on a déjà parlé dans le cours. Pour la première partie, on a parlé de l'aspect général du sujet et d'une brève mise au point, ce qui est respecté dans la première paragraphe de cette introduction.
Et pour la deuxième partie, on a parlé de l'aspect étudié et du problème au général, ce qui est aussi cité dans la deuxième paragraphe. Et pour la troisième partie, c'est l'objectif du travail et il est bien signalé dans cette introduction. D'autres remarques, Hafsa? Madame, Oui. l'objectif du travail n'est pas déterminé. C'est-à-dire que on n'a pas déterminé au niveau de l'introduction qu'est-ce qu'on va traiter, qu'est-ce qu'on veut donner comme solution, quel est le problème qu'on va traiter. Pourquoi vous dites ça? Alors, regardez la deuxième diapo. Quand ils disent à la fin, l'objectif de l'étude est. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas suffisamment clair? Non, madame. C'est pour le premier exemple. Parliez de cette diapo-là, d'accord. Ah, d'accord. Je Si m'excuse. vous attendiez que l'objectif qui n'est pas encore présenté, oui. Non, Très bien. le problème et l'objectif au niveau du deuxième diapo, il est déterminé. Mais au niveau du premier diapo, il n'est Donc, pas c'est juste déterminé. pour la visibilité, c'est réparti sur deux diapos. Mais l'idée, c'est que vous voyez le premier paragraphe, il sert à quoi ici? Le problème, elle est déterminée. C'est-à-dire que on a une Il parle consommation. d'aspect général. Oui. Oui. C'est quoi le sujet duquel nous allons parler? Donc, on parle de manière générale du petit déjeuner, de cette consommation du petit déjeuner et son rôle pour la santé. C'est ça? Après, le deuxième paragraphe, il sert à quoi? On a une détermination du problème, c'est-à-dire que les adolescents qui sautent le petit déjeuner sont à haut risque de surpoids et de résistance à l'insuline. Donc, on est en train de dire pourquoi c'est intéressant de faire cette étude, c'est quoi l'intérêt. Donc, on est en quelque sorte en train de convaincre le lecteur de l'importance de cette étude, n'est-ce pas? Oui. Et donc, tous les lecteurs qui s'intéressent aux questions de nutrition, la santé des adolescents, etc., ils vont être convaincus de lire cet article. C'est ça l'intérêt de l'introduction. C'est d'attirer les gens, d'attirer leur attention pour lire notre publication. Alors, la diapo suivante, c'est quoi le rôle du premier paragraphe ici? S'il vous plaît, tout le monde est concerné. Allez-y. Des volontaires. Madame, je pense que le dernier paragraphe de diapositive précédente, ne concerne pas le problème étudié, mais il nous montre l'aspect étudié qui est l'effet du petit déjeuner. Alors que pour le premier paragraphe dans la deuxième diapositive, c'est lui qui donne la problématique, c'est que malgré l'importance de ce petit déjeuner, on trouve que surtout les adolescents ne le prennent pas. Donc ici, effectivement, c'est pas le problème, c'est à la limite, c'est l'intérêt, c'est pourquoi cet aspect général, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet, donc qu'il est en rapport avec la santé des adolescents de manière générale, qu'il y a un risque de surpoids, de résistance à l'insuline. Donc effectivement, ici, c'est vraiment pour donner des arguments pourquoi ce sujet est intéressant. C'est beaucoup plus ça, effectivement. Et là, donc, ils sont en train de poser, en sachant que ici, je vous ai pris juste des extraits de l'introduction. L'introduction, elle est plus longue. Je vous ai donné juste des extraits. Donc, effectivement, là, ils sont en train de dire c'est quoi le problème. C'est que les adolescents sautent le petit déjeuner et ils consomment certains aliments qui ne sont pas, comme les boissons sucrées, qui ne sont pas bonnes pour leur santé.
D'accord? Et c'est pour nous dire à la fin que voilà, ce qui les intéresse dans cette étude, c'est d'aller explorer ce problème. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une logique dans l'enchaînement de l'introduction? Oui, madame, car ils ont passé du général au plus précis, qui est la problématique qu'on va s'intéresser, Très bien. dont on va s'intéresser. Alors, on continue par matériel et méthode, et là, c'est juste un petit extrait. Qu'est-ce que vous voyez ici et qu'est-ce qui manque? Madame, ici, on a le type d'étude c'est une étude observationnelle. Puis, on a le lieu et la période. On n'a pas le lieu, mais on a la période qui est entre 2010 et 2011. Puis, on a la population cible, c'est les adolescents. L'échantillon, c'est l'élève du collège et lycée. Le type d'échantillonnage, c'est un échantillonnage par quota. Et la variable on n'a pas la variable étudiée. Puis on n'a pas la méthode de collecte des données, la méthode d'analyse, et on a l'éthique, c'est l'accord des responsables de l'école et des parents des élèves. Donc, vous voyez que c'est ce qu'il faut faire, surtout par rapport à la partie matériel et méthode, c'est de faire une analyse en suivant les différents éléments. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un guide ou une grille, où vous avez, voilà, est-ce qu'ils ont parlé de ça, est-ce qu'ils ont parlé de ça, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui. Donc, ces éléments doivent être obligatoirement toutes vérifiés au niveau de cette rubrique ou de cette section. Donc, il ne faut pas oublier une partie. Par exemple, comme un type d'étude à variable étudiée, il faut tout mentionner. Exactement, parce que alors cette section matériel et méthode, c'est l'élément clé de la crédibilité. Pourquoi on ne doit pas mentionner une information en rapport avec l'étude? Quelque chose que nous avons déjà fait. Comment est-ce que nous avons fait les choix? Pourquoi nous avons choisi de faire telle ou telle chose? Donc tout ça, c'est important pour la précision et pour la crédibilité de notre travail. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut suivre, comme j'ai dit, l'enchaînement. Les différents éléments doivent figurer. Et l'idée de la partie matériel et méthode, c'est de dire comment nous avons fait. Donc, ce comment nous avons fait, c'est comme une recette de cuisine. Et il faut le dire de manière très précise, très fidèle. Pourquoi l'idée, c'est pourquoi on doit le dire de manière précise, fidèle. Il faut que le lecteur puisse vérifier par lui-même en utilisant son raisonnement, ses connaissances. Est-ce que cette étude est valide ou pas? Est-ce qu'on doit prendre en considération les résultats de cette étude? Et même, il peut reprendre l'étude, il peut répliquer cette étude. Donc, pour répliquer l'étude, il faut qu'il ait toutes les informations nécessaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Oui, Très madame. bien. Donc, Oui, on peut madame. Madame. un extrait. Madame. Oui. À propos du phrase après avoir jusqu'à les parents des élèves, je pense que c'est une information qui n'est pas en lien direct avec l'objectif. Alors, Elle n'est après pas avoir intéressante. obtenu l'accord des responsables des écoles et des parents d'élèves, ça veut dire quoi cette information? Pourquoi ils ont précisé cette information? Il n'est pas intéressant à l'objectif qu'on est en train d'étudier. Mais madame, pour montrer le côté sérieux du travail. Pour montrer un côté sérieux du travail, quelqu'un dit pour l'éthique, son rapport avec l'éthique, non seulement, c'est vrai que c'est un rapport avec l'éthique, mais aussi la réglementation. Parce que quand on dit qu'on va faire une étude chez les adolescents, ce sont des mineurs.
Donc, si vous voulez faire une étude chez les adolescents, chez les élèves, etc., donc il faut toujours avoir l'accord des parents et des responsables, bien sûr, les écoles et aussi des parents, parce que vous faites une étude auprès des mineurs. Donc, c'est très important de parler de ça. S'ils ne parlent de ça, ils ne parlent pas de ça, ils vont recevoir des critiques. Comment est-ce que vous avez fait, est-ce que parents, etc. Donc, c'est un élément important à préciser. Oui, madame, c'est évident qu'on doit avoir l'accord des parents. Donc, car non, si on l'a fait, il faut l'écrire. Ben justement, dans la communication scientifique, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes. Vous dites, bien sûr que c'est évident de le faire comme ça, c'est évident de le faire comme ça. Mais si on l'a fait, il faut l'écrire. Il ne faut pas, dans la communication scientifique, laisser les gens faire leur interprétation eux-mêmes. Et des choses qu'on pense qui sont évidentes, ben, dans beaucoup de situations, ils ne sont pas respectés. D'accord? D'accord. S'il vous plaît, cette idée de c'est évident ne marche pas. Pourquoi? Parce que souvent, dans beaucoup de situations, vous allez le voir vous-même. Dans beaucoup de situations, les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, ce qui est évident et ce qui doit être fait. Ils ne le font pas. Donc, quand vous ne trouvez pas cette information dans l'article, est-ce que vous allez penser que ça n'a pas été fait ou ça a été fait mais ça n'a pas été rapporté? Dans la communication scientifique, il ne faut pas rester dans ce doute. Il faut une communication de qualité, donne toute l'information pertinente aux individus. Et même, en fait, quand on dit que ça devrait être fait, c'est évident, en fait, la majorité de ce dont on parle est évident. C'est-à-dire, je vais vous donner un autre exemple. Donc, j'ai choisi ma population, je vous explique comment j'ai choisi ma population, je vous donne les critères d'inclusion, d'exclusion. Et bien sûr, idéalement, c'est évident que je fasse un échantillonnage aléatoire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les statistiques, la méthode d'échantillonnage, la meilleure méthode d'échantillonnage, c'est de faire un tirage au sort, donc c'est de faire un échantillonnage aléatoire. Ceci n'est pas possible dans toutes les études. Donc, on ne fait pas toujours l'échantillonnage aléatoire. On fait des fois un échantillonnage, souvent des échantillonnages qui sont non probabilistes. Comme dans cette étude, un échantillonnage par quota, on fait différents types d'échantillons. Donc, il faut le préciser et ne pas attendre que le lecteur se dise non, mais c'est évident. S'ils n'ont rien dit, c'est évident. Ils ont fait un échantillonnage aléatoire. Et plein d'autres exemples. Les lecteurs peuvent penser, oui, c'est évident, certainement, ils ont fait des analyses statistiques, ils ont comparé en utilisant des tests qui sont valides, ils ont vérifié les conditions d'application des tests. Vous vous souvenez des tests statistiques? C'est évident qu'ils aient vérifié les conditions d'application des tests. Eh bien non, c'est pas si évident que ça. Et vous allez lire des articles. Si vous vous intéressez plus aux méthodes statistiques, beaucoup d'articles, c'est pas respecté, c'est pas valide. Ils n'ont pas fait la vérification des conditions d'application, etc. Donc, dans la rédaction scientifique, il faut savoir que on ne peut prendre en considération que ce qui est écrit. D'accord? Alors, on continue. D'accord, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Madame, oui, concernant le matériel de méthode, j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'on veut dire les aspects éthiques. Oui, les aspects éthiques. Donc, l'éthique, c'est en rapport avec la morale, les exigences morales pour conduire les études. Par exemple, pour conduire les études, il faut prendre l'autorisation des sujets. Donc, je veux vous poser des questions ou je veux prendre, par exemple, faire des examens. Je veux prendre votre poids, votre taille et faire une étude. Je veux vous poser des questions par rapport à votre style de vie pour faire une étude. Je vous demande votre accord. Vous êtes libre de participer ou pas, donc je vous demande votre accord de participer. Donc ça, c'est le consentement. Donc c'est les aspects éthiques.
Je prends par exemple, je fais une étude et je pense que vous avez participé récemment à une étude que nous avons fait dans notre département. C'est en rapport avec le bien-être des étudiants. Certainement, vous avez reçu le questionnaire, certains d'entre vous peut-être Oui, ça fait ça. ont participé. Donc voilà, on vous demande votre accord. On vous assure que les données vont être confidentielles. De toute façon, aussi, c'est anonyme. Donc, il n'y a pas de, on relie pas les informations qu'on a reçues avec n'importe quelle identification des personnes qui ont répondu. On essaie de s'assurer que lorsqu'on fait ces recherches, il y a un intérêt pour les étudiants qui vont. C'est la population de notre étude. C'est la même chose dans cette étude. Est-ce que dans cette étude, vous trouvez, cette étude chez les adolescents, est-ce que vous trouvez que c'est une étude qui peut avoir une valeur pour les adolescents de manière générale? Normalement, les résultats qui vont nous informer sur la relation entre la prise quotidienne ou la prise régulière du petit déjeuner et le surpoids, ou encore la prise d'autres aliments et le surpoids, devraient nous aider pour des campagnes d'éducation pour les adolescents, etc., pour pouvoir améliorer leur santé. Donc, on s'intéresse à apporter une valeur en termes d'amélioration de la santé. Donc, ça, c'est éthique. Si on fait une étude qui n'apporte pas de la valeur, c'est pas éthique. Si on fait une étude qui va apporter, qui va constituer un danger ou représenter un danger pour les personnes, c'est pas éthique, c'est contre l'éthique. Et dans cette étude, imaginez qu'ils sont venus faire l'étude au niveau des écoles sans prendre l'avis des parents. Là encore, c'est pas éthique. Imaginez par exemple que c'est à partir de cette étude, on va commencer à stigmatiser des élèves. Par exemple, les élèves qui sont surpoids, ils vont se sentir stigmatisés. Donc ça, c'est un risque, c'est un préjudice qui est dû à cette étude. Donc vraiment, il faut voir les aspects en rapport avec la protection et le respect des êtres humains. Je peux vous dire en résumé, l'éthique, c'est autour du respect et de la protection des personnes qui participent à la recherche. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Merci. Et c'est un module qu'on fait en 5e année, donc vous allez le voir, où on s'intéresse comment est-ce qu'on protège les personnes, que ce soit dans le domaine du soin ou dans le domaine de la recherche. Comment on les protège et comment on les respecte lorsqu'ils participent dans nos études. D'autres questions? Madame? Oui. Allez-y. Madame, s'il vous plaît, concernant la même partie, matériel et méthode, concernant la partie méthode d'analyse des données, Oui. Il ne faut pas, ou bien ne s'agit-il pas comme un début de résultat, le fait d'analyser, de commencer d'analyser les données, il nous donne comme un début pour les résultats. On est entré dans le cadre des résultats si on parle d'analyse de données. Non, pas du tout. En fait, on parle de la méthode d'analyse des données. Parce que imaginez maintenant, vous nous dites, voilà, j'ai fait une étude, j'ai collecté cette information, et maintenant vous allez, voilà, j'ai fait l'étude chez les adolescents, j'ai recueilli les informations comme le poids, la taille, la consommation d'aliments, etc. Donc vous avez ces informations. Comment? Et là, après, vous parlez des résultats. Mais quel est le lien entre les deux? Qu'est-ce que vous avez fait de ces informations? Comment vous êtes passé de ces informations aux résultats que vous allez me présenter dans la section résultats? Donc, il faut obligatoirement mentionner la méthode d'analyse avant de donner les résultats. Exactement, parce qu'on est toujours dans la recette. Si vous ne me dites pas, lorsque j'ai pris ces données, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des analyses descriptives, j'ai calculé des moyennes. Là, vous n'êtes pas en train de me dire les résultats. Vous êtes en train de me dire comment vous allez faire pour calculer les résultats. Donc, vous allez dire, nous allons calculer des moyennes, des écarts types, nous avons calculé les pourcentages, nous avons comparé, disons, tel test ou tel test. Donc là, vous ne me donnez pas les résultats. C'est toujours les méthodes. Donc, vous me donnez
comment est-ce que vous avez fait pour analyser les données? Et après, vous passez à me donner qu'est-ce qui est ressorti de cette analyse des données. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Très bien. D'autres questions? On passe? Madame, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas bien compris les critères d'inclusion et d'exclusion. Si vous pourriez nous donner des exemples pour les concrétiser. Oui. Donc, je veux, par exemple, dans cette étude, je m'intéresse à étudier les adolescents. Alors, comment est-ce que je vais savoir ça, c'est une question qui peut vous sembler, vous allez me dire, c'est évident. Qui va entrer dans mon étude? Qui est un adolescent? C'est quoi la définition de l'adolescent? Comment je peux définir l'adolescent? Ce sont les jeunes qui ont dépassé la puberté. Oui, c'est quoi? Je vais savoir? Je vais par exemple... où est-ce que vous allez trouver ces adolescents? Comment vous allez savoir que cette personne adolescente, c'est là, mais pas adolescente? Au collège ou au lycée. Selon préciser une catégorie d'âge. Une catégorie d'âge, très bien. Donc, vous êtes en train là de me donner des critères d'inclusion. Donc, pour identifier mes adolescents, il me faut des définitions. Donc, soit je vais choisir une catégorie d'âge, soit, par exemple, quand vous dites je vais aller au niveau des lycées, normalement, tous les lycéens sont des adolescents. Donc, ça, c'est votre critère. L'idée, c'est de dire, voilà mes critères pour inclure mes patients, mes participants. Par exemple, dans notre étude sur le bien-être des étudiants, nous nous sommes intéressés au bien-être des étudiants de médecine. Donc, très simplement, pour nous, c'est les étudiants en médecine. Donc, les critères d'inclusion, c'est toute personne qui est dans les études médicales, dans notre faculté. Donc, ça, c'est le critère d'inclusion. Si la personne est inscrite dans notre faculté, on va l'inviter à participer. Si la personne n'est pas inscrite dans notre faculté, il est inscrite dans une autre faculté de sciences ou une faculté de littérature, donc il ne fait pas partie de notre population d'études. Donc, il ne répond pas à un critère d'inclusion. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Et le critère d'exclusion, c'est des fois... Alors ça, c'est assez fin, c'est un détail. Parmi les étudiants de médecine, je peux vouloir exclure certains étudiants en fonction du type d'études. Est-ce qu'il y a des critères d'exclusion dans l'étude? Ça dépend de la situation. Ça peut être, par exemple, si mon étude, je vais vous donner un exemple, si mon étude dans mon étude, j'utilise un questionnaire en arabe et j'inclus tous les étudiants qui sont inscrits à la faculté de médecine, mais que je sais bien sûr que certains étudiants qui sont inscrits à la faculté de médecine ne parlent pas arabe, ils ne peuvent pas répondre à un questionnaire en arabe. Donc je vais exclure de ma population les personnes qui ne parlent pas arabe, par exemple, parce qu'ils ne pourront pas répondre à cette question. Ou par exemple, mon étude, il concerne des expositions, une histoire de vie avant, au niveau de mon contexte marocain, mais je sais que par rapport à l'expérience au niveau des écoles, de l'école marocaine, je sais que certains des étudiants sont des étudiants étrangers et donc ils n'ont pas fait leur école avant l'université et n'ont pas fait leurs études au Maroc. Donc, ça, je vais les exclure de mon étude parce qu'ils ne vont pas répondre à ma question de recherche. Et ce genre de... c'est ça, c'est les critères d'inclusion et d'exclusion, c'est pour définir précisément qui doit faire partie de mon étude. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, on continue avec, comme vous voyez ici, on voit juste des extraits pour avoir une idée. Là, on passe à l'exemple de la partie résultat. Même question. Est-ce que ça répond aux recommandations? Madame? Oui, allez-y. Concernant cette partie des résultats, on peut dire que le temps neutre est respecté, on n'a pas présence de commentaires personnels. Également, les temps des verbes sont au passé. Mais concernant le point, l'utilisation des illustrations et les tableaux et figures, il n'est pas inclus au niveau de cette partie. Je crois que c'est juste juste un exemple, comme vous nous avez dit,
que vous n'avez pas inclus toute l'étude au sein de la diapositive. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à la section résultats? Madame. Madame, ce paragraphe des résultats a répondu à la question de recherche quant à la consommation du petit déjeuner et celle des boissons. La réponse était objective tout en respectant le fait que les verbes sont au passé. Oui, donc on a respecté le temps des verbes et on a essayé de donner des résultats objectifs. N'oubliez pas un élément très important dans la section des résultats, c'est les chiffres. Il faut donner des chiffres. C'est en faveur de la précision. Si vous vous souvenez, dans le cours, on a vu, c'est quand on donne des chiffres, les lecteurs, ils peuvent eux-mêmes interpréter et se faire une idée précise de ce qui se passe. D'accord? Par exemple, imaginez qu'on dise le pourcentage des adolescents qui consomment régulièrement le petit déjeuner diminué avec l'âge. Et qu'on ne présente pas ce chiffre-là. Quelle serait la différence? La présentation des chiffres, c'est comme une évidence. C'est un indice que c'est vrai. Donc, le fait qu'on donne des chiffres, ça montre. Donc, déjà, ça donne de la crédibilité. Et aussi, en termes de compréhensibilité, les gens comprennent parce que c'est plus précis. Donc, ils comprennent cette diminution et correspond à quoi? D'accord? C'est la même chose pour toutes les sections où on parle de chiffres. Enfin, on passe à la discussion. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait de la discussion? Madame, oui, allez-y. On remarque qu'on a un résumé des principaux résultats et on a une comparaison à d'autres auteurs. Ici, on a l'OMS. Oui, donc l'idée ici, c'est déjà, il y a une synthèse de résultats avec une comparaison de nos résultats avec. Donc, vous voyez, vous retrouvez les éléments qui ont été cités par rapport à la partie discussion. Alors, ça va faciliter notre tâche pour le résumé. Donc, on va terminer par quelques diapos concernant le résumé. Donc, s'il vous plaît, essayez de vérifier à travers ce résumé, est-ce qu'on a respecté les recommandations de la rédaction scientifique. Donc, ici, on retrouve la section introduction du résumé. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, je trouve qu'il y avait un respect des objectifs du résumé. On a précisé la population cible, qui sont les élèves âgés de 13 à 18,9 ans. Et on avait précisé aussi les intérêts, tels que l'effectuation des mesures de taille ainsi que poids. Et on avait aussi précisé les méthodes utilisées, telles que méthodes statistiques, ainsi que les méthodes de la fréquence, je crois, et la régression logistique à un facteur d'âge. Et on a précisé aussi la référence, telle que le questionnaire validé de la méthode, c'est ça? Oui. D'accord. Par rapport à l'objectif, c'était bon. Oui, madame. Mais car on a précisé l'objectif de la recherche. On continue par la méthode. C'est ça? Oui, madame. Oui, madame. On a précisé la méthode utilisée, qui est bien sûr le... Exactement. Les autres, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'introduction ou à la méthode? Et vous avez remarqué qu'au niveau de l'introduction, ils sont directement allés à l'objectif. Ils n'ont pas parlé. Des fois, on peut utiliser une ou deux phrases pour parler du contexte ou de l'aspect ou du problème avant de présenter l'objectif. Mais ici, ils sont allés directement à l'objectif. C'est possible. Dans certaines revues, vous pouvez directement écrire, commencer par l'objectif.
Donc, par rapport à la méthode, est-ce que vous avez des questions ou d'autres remarques? Madame, s'il vous plaît. Oui. Concernant le résumé en gros, en totalité, est-ce qu'il doit être situé au début de l'article ou bien jusqu'à la fin? Non, non, au début de l'article, en général. D'accord, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, pour le résultat, est-ce qu'il faut être toujours neutre? Oui, oui. Alors, en général, dans tout l'article, il faut être, dans la mesure du possible, neutre et objectif. C'est vrai qu'on fait des choix qui reflètent notre compétence ou notre préférence, ou notre conviction, mais dans le domaine scientifique, il faut toujours être... C'est-à-dire, ça veut dire quoi, neutre? C'est dire, voilà, ne pas dire oui, nous avons été très intelligents de choisir cette méthode. C'est tout simplement, voilà ce que nous avons fait, dire exactement ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons trouvé, en toute neutralité et objectivité. D'accord? D'accord, merci. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, allez-y. Madame, je n'arrive pas à distinguer entre les rapports scientifiques et l'article scientifique. Alors, pas de distinction. Le contenu, la structure, c'est la même. Le contenu, c'est la même. Quelle est la distinction entre le rapport? Le rapport scientifique, c'est comme la thèse. Donc, on écrit un rapport détaillé de ce que nous avons fait. L'article scientifique, c'est la même chose, c'est un rapport, avec la différence, c'est que il peut être plus court. Pourquoi? Parce qu'on veut le publier dans une revue. Et il va être examiné par les pairs. Donc, la principale différence entre, s'il vous plaît, retenez cette notion, la principale différence entre le rapport d'étude et l'article scientifique, c'est que l'article, avant qu'il soit publié, il est examiné par des scientifiques qui vont donner des remarques, poser des questions pour vérifier que c'est un article qui est intéressant, qui est valide pour qu'il soit publié. Est-ce que vous comprenez cette idée d'évaluation par les pairs? Donc moi, je veux publier un article, je vais soumettre, on l'appelle pas un article au début, on l'appelle un manuscrit, je vais le soumettre à la revue va demander à 2 personnes ou 3 de lire mon article et de dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent que c'est un article intéressant, qui doit être publié ou pas? Et donc, ils vont le lire, ils vont émettre des questions, des remarques, ils vont demander de faire des modifications. Et à partir de ce moment-là, la revue va décider est-ce qu'il va publier mon article ou pas. Donc, c'est un processus d'évaluation. Donc, c'est un processus qui permet d'améliorer la qualité et la crédibilité scientifique de ce qui est publié. On peut pas tout simplement, c'est pas un blog. Donc, j'écris ce que je veux, je le mets, je le publie et voilà. Est-ce que vous voyez la différence? D'accord. Oui, madame. Madame, mais la question, c'est que vous avez cité que parmi les types de rapports d'études, on a l'article. Est-ce que dans ce tableau, on ne veut pas dire c'est l'article scientifique? J'ai pas bien entendu. Dans le cours. Madame, dans un tableau dans le cours, vous avez cité que parmi les types de rapports d'études, on a les articles. Est-ce que dans ce tableau, vous ne voulez pas dire par l'article scientifique? Oui, oui. C'est vrai que quand on utilise dans ce cadre-là l'article, quand on dit article, oui, c'est l'article scientifique. Il peut être... Alors, n'oubliez pas que dans le cours de l'article que je vous présente, je ne parle pas de l'article scientifique tout court, mais je parle de l'article original. L'article original, il a la particularité. Donc, l'article scientifique, c'est tout article qui parle d'une thématique scientifique, il apporte des concepts et des notions scientifiques. L'article original, quelle est la particularité de l'article original? Madame? Oui. C'est qu'il rapporte les résultats d'une étude. Exactement. Donc, il rapporte les résultats d'une étude spécifique que le chercheur a fait lui-même. Il ne rapporte pas des données qu'il a lues dans d'autres articles, etc. Donc, si c'est des trucs qu'il a lus, ça peut être un article d'opinion, article revue de la littérature, etc. Mais si c'est moi qui ai fait l'étude, c'est moi, pas comme l'étude dont je vous ai parlé, c'est le professeur Sbani qui a fait l'étude auprès des étudiants au niveau du département de santé publique, etc. Donc,
l'article qu'on va publier, c'est un article original, c'est une étude que nous avons fait nous-mêmes. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, je vais partager avec vous au niveau de la plateforme un de nos articles qu'on va discuter la prochaine fois. Vous allez voir l'exemple d'un article original que nous-mêmes nous avons fait. Oui? Madame, ici, si par exemple le sujet que j'en fais en recherche, il était déjà publié ou déjà discuté, est-ce que cela va pas influencer, bon, ces autres écritures, ne vont pas influencer sur ma recherche? Que le travail ait déjà été publié? Que quelqu'un d'autre a déjà fait un travail similaire? Oui, le sujet que je fais la recherche. Oui. J'ai pas compris. Est-ce que quand vous dites recherche, qu'est-ce que vous voulez dire par recherche? Est-ce que vous voulez dire recherche de référence sur Internet ou est-ce que vous dites recherche comme faire une étude scientifique? Non, je veux dire le thème. Par exemple, je fais une recherche l'influence de Covid sur les étudiants. Et ce sujet, il était déjà entamé par d'autres chercheurs. Alors, il faut vérifier vous-même, il faut vérifier quel pourrait être l'apport ou la nouveauté de votre étude. Parce qu'effectivement, il y a on ne peut jamais trouver une étude qui est unique. Personne n'a pensé à cette étude. C'est-à-dire, c'est vraiment exceptionnel de trouver. La recherche, c'est un continuum. Chacun va traiter, même si par exemple cette recherche sur la relation entre la prise de déjeuner et le surpoids des adolescents, ce n'est pas le seul article dans le monde qui parle de cette recherche. La recherche, de manière générale, c'est le fait de s'intéresser à des problèmes de l'être humain et d'essayer de trouver des solutions. Et du moment que la solution n'a pas été trouvée, qu'il n'y a pas une solution définitive, qu'on se pose toujours la question, qu'il y a toujours ce problème, il faut continuer à faire de la recherche. C'est pour ça que pour cet article qu'on est en train d'examiner, ce n'est pas le seul article. Il y a des centaines d'articles que vous allez trouver le même sujet. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire votre recherche. Vous allez vous intéresser à une population différente. Par exemple, la population marocaine, elle a des particularités de notre contexte, de notre environnement. Donc, vous allez certainement voir quel est l'apport ou la spécificité, qu'est-ce qui est unique et particulier dans cette recherche que moi, je vais faire. D'accord? Oui. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un intérêt et une valeur ajoutée. D'autres questions? Madame, s'il vous plaît. Oui. Seulement concernant la rubrique matériel et méthode, par exemple, pour déterminer ou bien pour citer le type d'étude, est-ce qu'il suffit par exemple de dire les personnes ont été choisies au hasard? Ça va définir ces types aléatoires ou bien il faut bien préciser notre recherche a été basée sur type aléatoire. Oui, il faut dire aléatoire, probabiliste, il faut utiliser les termes techniques pour dire que je sais de quoi je parle et les autres personnes vont me comprendre. Parce que ce terme au hasard, c'est comme si, par exemple, beaucoup de personnes le font. Ils vont, par exemple, dans la consultation, dans la salle d'attente, et ils voient des personnes qui se présentent à la salle d'attente pour consulter, et ils disent que c'est un échantillonnage au hasard. C'est complètement faux. Ce n'est pas un échantillonnage aléatoire, ce n'est pas au hasard, parce que le fait que ces personnes se retrouvent là, ce n'est pas un fait de hasard, il y a une raison pour laquelle elles sont là. Et les personnes qui ne sont pas là, ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas malades. Les personnes qui sont là, ils sont venus parce qu'ils sont malades. Les personnes qui ne sont pas là, qui sont allées travailler ou qui sont partis prendre un café, etc., ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas malades. Donc, il n'y a pas un hasard ici. Il faut vraiment il faut bien maîtriser la méthodologie et utiliser les termes précis pour ne pas induire le lecteur en erreur. D'accord, madame, merci. Bien sûr, le hasard, c'est le fait de mettre tout le monde dans une liste ou dans une urne et de sélectionner au hasard.
de ne pas avoir un critère qui a fait que ces personnes-là vont participer à mon étude et d'autres personnes ne vont pas participer à mon étude. Par exemple, je dis je veux faire une étude chez la population générale. Et je vais à Marjane pour rencontrer les gens, donc les gens qui vont passer à Marjane, je vais leur poser des questions. Est-ce qu'à Marjane, je suis sûre de pouvoir trouver un échantillon qui représente toute la population marocaine? Non. Non, bien sûr que non. Tout le monde ne va pas à Marjane pour faire ses courses. Donc, si je fais cette étude, je suis sûre que je ne vais pas avoir un échantillon représentatif de la population marocaine. Donc, il faut que je le dise et que je sois honnête et rigoureuse sur le plan scientifique et de dire que voilà, nous avons fait un échantillonnage, ce qu'on appelle un échantillonnage accidentel. Et pourquoi je dois préciser où est-ce que j'ai fait mon échantillonnage. Je peux dire que j'ai fait dans un hypermarché, etc. Et je donne les caractéristiques de la population qui vient là-bas. Et aussi, je dois parler des limites, comme quoi il y a dans mon étude certaines catégories ne vont pas être représentées dans cette étude, en particulier des personnes qui ne vont pas tout simplement faire les courses à l'achat. C'est bon, c'est clair? Oui, madame, merci beaucoup. Donc voilà, il nous restait quelques idées. Donc, résumé et section de l'article, c'est la même chose. Il faut tout simplement s'assurer que les éléments clés sont représentés, que ici, par exemple, au niveau du résumé des résultats, il y a quelques données chiffrées de résultats principaux, que par exemple, pour la discussion, comme vous le voyez, vous avez maintenant toutes les recommandations et vous pouvez les analyser vous-même, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors moi, je vais mettre incessamment sur la plateforme un article qu'on pourra analyser la prochaine fois. On va prendre la moitié du temps pour analyser l'article et la moitié du temps pour voir la communication orale. Donc, je vous remercie pour votre interactivité et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah.